Bonjour, bienvenue dans Mon Quotidien, cette émission qui donne la parole à des gens qui ne seront pas invités chez Bourdin ou dans l'émission Quotidien, mais néanmoins qui ont des choses intéressantes à dire. Je dis qu'ils ne seront pas invités, mais peut-être que ça arrivera et c'est tout le mal que je vous souhaite. Bonjour José-Pierre de Souza. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qui vous êtes, qu'est-ce que c'est votre métier ? Oh là là, il y a tellement de métiers en une seule personne. Quand on arrive à 56 ans et qu'il faut qu'on fasse un bilan, on se demande ce qu'on a fait, ce qu'on va encore pouvoir faire. J'ai commencé au service militaire où j'étais chauffeur haute personnalité, donc j'ai commencé à aimer le monde de l'automobile. Mais quand on aime les voitures, il faut travailler. Donc le monde de l'animation m'a ouvert ses portes avec les clubs de vacances et discothèques, création d'une radio à 18 ans. Et puis après, de fil en aiguille, les métiers du commercial se sont également présentés. Et ça fait une trentaine d'années maintenant que je vivote dans ce monde très fermé qu'est le monde du commerce. Bon, on va revenir sur tout ce parcours parce qu'il y a plein de choses effectivement à savoir. Mais d'abord, on commence par l'activité pour laquelle vous avez souhaité qu'on se rencontre aujourd'hui, qui vous tient à cœur. Alors le mois d'octobre, ça vient de se passer, mais vous avez une association dans laquelle vous êtes vice-président. Oui. Cette association s'appelle Plus Rose la Vie. Exactement. Racontez-moi ce que c'est. Alors, on fait toujours des rencontres, il n'y a pas de hasard dans une vie. Et malheureusement, j'ai croisé la route du cancer du sein il y a quelques années avec une personne de ma famille. Et quand ces personnes sont en soins à l'hôpital, tout va bien. Il y a tout ce qu'il faut, les services sont omniprésents. Mais c'est vraiment fantastique. Nous, on était à Curie et je ne les remercierai jamais assez parce qu'ils ont fait un boulot exceptionnel. Le problème, c'est que quand on sort de l'hôpital, là, on attaque un véritable Vendée Globe. C'est-à-dire qu'on est tout seul sur un bateau, sans assistance, sans escale, et sans possibilité de se retourner et de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je me sentais un petit peu redevable, vu que moi j'ai eu la chance que la personne que j'ai accompagnée et que j'accompagne toujours le vive bien, s'en sorte bien. Je me suis dit, il faut quand même que les autres personnes qui n'ont pas cette chance-là, je puisse les aider. Donc j'ai créé l'association Plus Rose la Vie, qui au départ devait justement aider les femmes à rebondir. Une fois qu'on a été malade, on peut avoir besoin d'un coupeur de feu, on peut avoir besoin d'un sophrologue, et tout ça, on l'aura trouvé. Et un jour, je suis allé voir dans Sud Seine-et-Marne l'association qui convoque les femmes au dépistage quand elles ont plus de 50 ans. Et là, je suis arrivé, j'ai vu un mur comme celui-ci, plein de dossiers, et elle me dit, le docteur me dit, il n'y a que 30% des femmes qui répondent à la convocation. Je dis, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Elle me dit, ça veut dire que 30% nous ont prévenu qu'elles avaient fait ou qu'elles n'avaient pas fait le dépistage. Les autres, on ne sait pas. Deux autres chiffres très importants. La ville de Provins en Seine-et-Marne disparaît tous les ans de la carte de France. Il y a 12 000 vies volées par an. Et en contrepartie, la ville d'Annecy est touchée en totalité par un cancer du sein. 54 000 nouveaux cas par an. Donc quand on arrive sur cette configuration-là, on se dit... aider les femmes qui ont été soignées, c'est bien, mais il faut réagir autrement. Et là, ils nous ont demandé une chose, c'est d'aller voir les moins de 50 ans. Et c'est là où est née Plus Rose la Vie. D'accord. Et du coup, c'est une association qui compte combien d'adhérents, qui mène combien d'actions dans l'année? Alors nous, on n'a pas d'adhérents parce qu'on n'a pas d'atelier, on n'a pas de locaux, on a voulu être présent sur le terrain. Et ça, je remercierai également une dame, je crois une des premières rencontres de l'association, qui m'a dit, c'est pas à nous de venir vous voir, c'est à vous de venir nous voir. Donc on a décidé d'être présent sur les événements les plus importants au départ, qui se présentaient à nous. Donc on est partenaire depuis 7 ans avec Odyssea, avec la Muddy Angel. Et aujourd'hui, on compte à peu près 50 événements par an où nous sommes présents. Sauf sur le mois d'octobre, on était présent sur 62 événements. Et donc au nombre d'abonnés sur notre page Facebook, puisque c'est vraiment la visibilité qu'on a aujourd'hui, on vient de dépasser les 3000 abonnés. Et ce, malgré le contexte sanitaire, les événements ont pu avoir lieu ou ont été aménagés cette année? Comment ça se passe? Alors, on a aménagé pas mal d'événements. Beaucoup ont été donc reportés sur l'année prochaine, malheureusement, les plus gros, entre autres Odyssea. Et puis on a vu fleurir, en l'espace d'une semaine, 10 jours, des demandes pour faire des petits événements. Alors, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros événements, parce qu'à partir du moment où il y a une femme à sensibiliser, nous, on va se déplacer. On a un discours qui est très, très court, puisque pour nous, c'est cancer du sein, prenez-vous en main. Une fois par an chez le gynéco pour une palpation de pro, même si votre conjoint ou conjointe le fait très bien. On sourit, mais c'est la réalité. Bon, donc en plus, vous faites ça en poésie. Alors, on fait ça en poésie parce qu'on voudrait dédramatiser le côté prévention du cancer du sein. Pour beaucoup de monde, le mot cancer égale mort. Et c'est vrai que malheureusement, il a été synonyme pendant pas mal de temps. Aujourd'hui,
On voudrait faire comprendre aux femmes de moins de 50 ans que si elles se font une autopalpation régulière et que si une fois par an elles vont voir un spécialiste, elles mettent toutes les chances de leur côté pour ne pas justement tomber dans les 54 000. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est bien, on a l'occasion de retransmettre ce message et j'espère qu'il y en aura beaucoup qui suivront vos conseils. Donc on va repartir un petit peu sur votre activité, sur vos activités, hein. On a vu qu'elles étaient nombreuses. La première qui m'a intéressé, c'était cette idée de création d'une radio FM à 18 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Racontez-moi un peu. C'était une rencontre que j'ai faite avec un personnage de la radio qui était sur RTL, qui s'appelait Bernard Chu à l'époque, qui était mon mentor, parce que ça a été pour moi le meilleur DJ qu'on ait eu. C'est lui qui m'a donné envie de jouer avec les platines. Et c'est lui, avec Max Meignier également, qui berçait mes soirées quand j'étais gamin. J'avais pas le droit de regarder la télé, j'écoutais la radio. Je voyageais grâce à Max Meignier. Et j'ai découvert l'Europe, le monde, dans ses camions. D'ailleurs, à un moment, je voulais même être routier, pour vous dire. Et jusque donc dans les années 81, où l'arrivée de la FM nous a permis de créer des radios. Et avec un copain, on a pris une caravane, c'était une toute petite caravane. On a créé une petite radio qui s'appelait FIJ, Fréquence Information Jeune, sur Lagny-sur-Marne. C'est vrai qu'à 18 ans, il y avait une volonté d'être présent sur la gamme. Et ça s'est bien passé. On l'a gardé pendant 2 ans, cette radio. D'accord. Et du coup, c'est un peu un fil rouge dans votre vie, parce qu'aujourd'hui encore, vous êtes animateur radio sur une sur une autre station radio. Comment ça s'appelle? Alors, aujourd'hui, je suis sur RMV, Radio Marne-la-Vallée, donc qui est une radio qui émet uniquement sur Internet. Alors au début, on se disait, le fait de ne pas être sur la FM, c'est un handicap, pas du tout, puisque la FM, vous émettez à peu près à 50 km autour de la station. Le fait d'être sur Internet, on est dans le monde entier. Donc là, l'émission, elle a lieu du lundi au vendredi de 18h à 20h. Donc là, c'est une émission spéciale solidarité. Et on a des coups de fil des gens qui sont à Metz, des gens qui sont sur la côte. Et on a même des Québécois, parce que je suis assez souvent avec mes amis québécois, qui m'appellent, qui me disent « Ah, en France, vous avez quand même des sacrées chances quand même dans ce milieu-là. » Et c'est un plaisir, franchement, c'est un plaisir. Ouais. Bon, il y en a qui font du sport, moi je fais de la radio. D'accord, donc une première émission dédiée à la solidarité, la deuxième c'est adressée plus spécifiquement aux femmes. Bien sûr. Alors dites-moi. Alors c'est né dans la logique de Plus Rose la vie, où on s'est dit, il n'y a pas d'émissions qui sont destinées aux femmes avec des conseils beauté, des conseils pour sortir le week-end suivant, parce que quand on regarde sur Internet, généralement on a l'information du jour au lendemain. Et donc on a décidé le lundi soir, de 20h à 22h, de créer ce qu'on appelle la Pink Lady Night, donc qui est vraiment une émission spéciale destinée aux femmes. Alors évidemment on avait l'intention d'inviter pas mal de gens sur le plateau du studio, pour pouvoir les interviewer. Bon, avec le Covid, on va attendre le mois de janvier. Ouais, d'accord, ok. Bon, longue vie à ces deux émissions et bonne continuation dans cette activité. Alors, par ailleurs, vous aviez une formation, enfin, vous étiez formateur, je crois, de personnels médicaux. Oui. C'était quoi cette expérience-là? Alors, c'est incroyable parce que finalement, moi, je me suis arrêté le lendemain du bac. Je l'ai loupé. Mon père, qui avait une société de BTP, m'a dit soit tu bosses sur les chantiers, soit tu retournes à l'école. Donc, je me rappellerai, j'ai ouvert le France Soir ce jour-là et je suis parti au Club Med travailler en tant qu'animateur. Et il a fallu travailler, bien sûr. Donc, le poste de commercial, c'était ce que je pouvais faire sans diplôme. Donc, j'ai vendu pas mal de choses jusqu'au jour où j'ai vu une annonce pour un appareil de réanimation pour les prématurés. Je ne connaissais absolument rien dans ce domaine-là. La seule chose qui m'a poussé à répondre à cette annonce, c'est que la photo représentait l'ambulance pédiatrique qui avait transporté mes jumeaux de l'hôpital de Lagny jusqu'à l'hôpital de Montreuil où ils ont été sauvés. Donc j'appelle le directeur de la société qui s'appelait Medipréma à l'époque et je lui dis voilà, je n'y connais rien, mais j'aimerais bien que vous me donniez une chance dans ce domaine-là. Et je suis resté 10 ans chez eux. 10 ans à vendre et à former les infirmières sur du matériel de haute technologie, puisque ce sont des incubateurs et des tables de réanimation pour réanimer les tout petits prémas, alors des fois grands comme une main, donc avec une clientèle, on pouvait mieux rêver, puisque j'avais tout la PHP entre autres, et puis toute la région est de la France. Bon, après j'ai changé, je suis parti chez General Electric pour vendre des appareils encore plus performants, et voilà comment l'amour pour les enfants s'est traduit aussi finalement. C'est un éternel recommencement parce que sur le cancer, j'avais une dette et j'avais l'impression d'avoir aussi une dette au niveau de la pédiatrie. Donc quand j'ai vu cet incubateur, je me rappelais que mes gamins, ils avaient été mis tous les deux sur une table de réa, ce qui est strictement interdit. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et alors, pour la petite histoire, le dernier client que j'ai équipé en matériel donc, sur la région parisienne, c'est l'hôpital de Montreuil où ils sont nés. Belle histoire, effectivement. La boucle était bouclée.
Oui et non, parce que quand on a la chance de travailler avec le monde du médical, on ne coupe jamais le cordon. Bon, très bien. Alors du coup, c'est quoi le lien? Qu'est-ce que vous aviez à remercier quand vous avez décidé de vous lancer dans l'association automobile pour les jeunes? Alors, Racontez-moi. vous savez C'est quoi que cette histoire? j'ai un ami qui malheureusement nous a quittés, qui un jour, on avait créé une autre association qui s'appelait Emma sur Montévrain. Et un jour, on était sur un événement et il me dit, tu sais que le plus beau des tableaux, c'est le sourire d'un enfant. Et je lui réponds, moi je suis plus musique qu'image, et la plus belle des musiques, c'est le rire d'un enfant. Ça a mûri, et je me suis dit, il y a trop d'enfants qui ne sourient pas, qui ne sont pas heureux, parce que ils ne réalisent pas leurs rêves. Alors, évidemment, faire rencontrer des artistes, ça tout le monde le fait, les Petits Princes le font très très bien, mais dans le monde de l'automobile, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait jusqu'à ce moment-là. Donc il y a à peu près une vingtaine d'années, suite à un téléthon, j'ai créé une association qui s'appelle Les Volants de l'Espoir. Qui existe toujours? Ouais, et qui existe toujours et qui est toujours ouvert. Si demain je reçois un courrier d'un enfant qui rêve de rouler en Ferrari ou dans une voiture de course, on se démènera pour qu'il le fasse. C'est ça le concept. C'est un enfant qui a un rêve de rouler dans une voiture en particulier. Ou de rencontrer une personnalité. Je pense que le point d'orgue de l'association, c'est un jour j'ai un petit garçon qui s'appelle Lucas, que je connaissais, mais je n'avais pas vu son handicap du bras. Je n'avais pas noté parce qu'il le cachait bien. Et un jour, on discutait sur un terrain de foot, parce que son frère joue au foot. Et il me dit, moi, mon rêve, c'est de rencontrer Michael Schumacher. Alors évidemment, quand je dis ça autour de moi, j'étais tout seul. Hein. Toujours pareil, dans les associations, on n'est jamais guère plus que 2 ou 3 à gérer. Et je dis ça autour de moi, je dis, écoute, j'ai un rêve à réaliser qui est de rencontrer Michael Schumacher. Là, ça a été là. On dit, écoute, tu pars de très très haut et tu vas tomber très très bas. Ça va me coûter quoi? Un timbre? Même étendu dans l'orthographe, j'ai quand même fait un courrier à Jean Todt, qui à l'époque était le patron de la Scuderia Ferrari. Donc ça a été en quelle année ça? C'était le dernier Grand Prix de France, j'ai plus l'année, mais dernier Grand Prix de France à Manicourt, vous voyez. Et j'étais dans la voiture avec un ami et je reçois un coup de fil avec une voix italienne. Je croyais que c'était une copine qui me faisait une blague. Bonjour, je suis l'assistante de Jean Todt, voilà, on a reçu votre courrier. Et j'étais prêt à lui dire, écoute, arrête, parce que là... c'est qui quoi, Je ne reconnaissais pas la voix et tout. Je regarde le numéro, en effet, c'était un numéro italien. Et donc, on est parti un samedi matin, direction Manicourt, avec Lucas dans la voiture. Et on est arrivé donc à Manicourt, on pose la voiture, il y a un steward qui s'occupe de nous. Et là, ce Lucas-là, ce jour-là, il avait des yeux, c'était des diamants. Parce qu'il a vu Michael Schumacher, parce qu'il a vu les coulisses de la F1, parce qu'il est rentré là où personne n'a le droit d'aller, c'est-à-dire aussi bien les stands que dans les motorhomes. Et à un moment, quand il croise Michael, il va pour lui tendre la main. Et le steward, il dit non, il a 1 heure à te consacrer. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas, quand on est toute petite assoce comme nous, on ne peut pas avoir 1 heure avec le champion du monde. À l'époque, il était en pleine gloire. Oui. Et ça s'est fait. Et évidemment, l'année suivante, on a rebasculé, puisque quand on a la chance de fréquenter le sommet, après on peut se permettre de taper un peu plus bas pour avoir d'autres invitations. On a appelé la Fédération du sport automobile française l'année suivante pour emmener un petit garçon qui s'appelait Nils, et on l'a emmené voir Red Bull. C'était aussi une petite blague assez sympa, puisqu'il y avait le papa qui était avec nous, et je lui dis, on va lui donner quelque chose à boire. Tu ne vas pas lui donner du Red Bull au gamin, il avait 5 ans. Et c'était à l'année où Red Bull lançait le cola Red Bull, donc il a pu boire du Red Bull sans aucun danger. Bon. Des souvenirs. Mais du coup, des souvenirs, et puis surtout des beaux messages d'espoir, parce que du coup, en partant de presque rien, on arrive à soulever des montagnes. C'est quoi votre truc? Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête? C'est quoi? C'est quoi la recette? Oui, je pense qu'on a tous une bonne étoile au-dessus de la tête, mais surtout qu'on a banni de notre vocabulaire le mot impossible. Rien n'est impossible, tout est réalisable. Il y avait un sketch qui disait c'est le jeu de la vie, mais la vie est un jeu, donc il faut en tirer profit, il faut aller là où on ne pense pas aller. Je reviens sur les volants de l'espoir et sur Plus rose la vie. Plus rose la vie aujourd'hui a une logique, c'est on est là où on ne nous attend pas. Donc on va être présent dans une discothèque, on va être présent sur les marchés, on va être présent dans un centre commercial, parce que sinon, si on est cloîtré dans nos 4 murs, on n'avance pas. Les rêves d'enfants, c'est pareil. Si on restait assis derrière un bureau à attendre les invitations, très honnêtement, on n'en aurait jamais. Par contre, le fait d'aller taper à la bonne porte au bon moment, avec ou sans piston, ça s'ouvre, ça s'ouvre pas, tant pis, on recommencera l'année d'après. Alors, je suis curieux de connaître votre vision de la société actuellement. On est dans un
dans un contexte sanitaire qui plombe Oui. un peu le moral de tout le monde. Oui. Et vous, là-dedans, alors vous êtes plutôt toujours optimiste. Comment est-ce qu'on s'en sort de cette situation compliquée? Je dirais que l'image extérieure, je vais dire que je suis très positif, que tout va bien, tout est beau, tout est joli. Et l'image intérieure, je me pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, les bons choix ont été faits? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de se voiler la face? Parce que la pandémie, elle est là. Mais est-ce qu'elle a été bien prise en compte? Et surtout, est-ce que les mesures qui la suivent, qui l'entourent, sont les bonnes? Et là, j'ai des doutes. Alors c'est quoi votre feeling par rapport à ça? Parce que si vous posez la question et si vous avez le doute, c'est que vous auriez fait autrement. Alors on s'amuse, on se met dans le contexte. On s'amuse. Vous êtes responsable du gouvernement ou vous avez la possibilité de faire infléchir les règles? C'est quoi qu'il faut faire? Alors, je vais être méchant. Hein. Non, allez-y. Je vais être méchant parce que la première chose que j'aurais fait, j'aurais imposé le masque dès la première pandémie. Dès la première, j'aurais imposé le masque. Et vous allez me dire, il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Pourquoi? Parce que le système médical actuel fait que ça a été fait de façon à ce que on dépense moins d'argent. Vous savez qu'il y a une réglementation qui a été mise en place par les anciens gouvernements qui s'appelle la T2A, tarification à l'acte. Donc on a demandé aux hôpitaux de devenir des sources financières à profit, ce qui n'était pas le cas avant. On a remplacé les économes qui achetaient au fur et à mesure où ils avaient besoin des blouses, des masques, des ceci, des cela, par des centrales d'achat. Une centrale d'achat, il y a un appel d'offres, il y a un référencement. Donc le temps qu'elle puisse vous livrer, ça peut mettre 6 mois, 1 an. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'aujourd'hui, on n'a pas voulu mettre en place, c'est l'ouverture du privé au public. On a préféré garder tous les cas de Covid dans le public pour que ça ramène de l'argent, et on a laissé les gros hôpitaux privés en stand-by en attendant qu'on ait besoin d'eux après. Et ça, c'était la première des grosses erreurs qui a été faite. La plus importante, c'est d'avoir fermé tous les commerces. Aujourd'hui, on peut très bien dire à des gens qui ont par exemple un salon de coiffure, vous acceptez une personne dans le salon de coiffure avec un masque, il n'y a pas plus de danger que d'être sur un quai de RER ou dans un bus. Et j'entends des artisans me dire, je ne comprends pas qu'en tant que coiffeur, je ne puisse pas travailler alors que le toiletteur pour chien a le droit d'exercer. Donc, vous seriez à la place de Jean Castex aujourd'hui, les commerces resteraient ouverts avec des protocoles sanitaires plus poussés. Et pour l'histoire des masques, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Je pense qu'ils sont essentiels. Alors, ils sont essentiels quand on est en contact avec les gens. Puisque, sauf erreur de ma part, le masque vous protège. Il ne me protège pas à moi, puisque si je suis contaminé, j'y suis déjà. Donc, si je mets un masque barrière, c'est pour ne pas vous contaminer. Expliquez-moi où est le risque quand je suis sur ma planche à voile? Ou tout simplement quand je suis en forêt? Et pourquoi, par exemple, les chasseurs ont le droit d'aller en forêt chasser le sanglier et que moi, je n'ai pas le droit d'aller faire du VTT? Bon, les questions sont posées. Sacrée question, hein. Ouais. Comment est-ce que vous voyez l'avenir à court et moyen terme? On va s'en sortir de cette crise sanitaire? Oui. On va s'en sortir comment? On va s'en sortir... rien ne sera plus jamais comme avant, ça c'est clair. Je pense que les gens feront beaucoup plus attention aux mesures d'hygiène, qui à mon avis étaient loin d'être exemplaires en France, quand on prend par exemple des pays comme le Japon. Je me rappelle d'avoir discuté avec une cliente chirurgienne qui m'avait raconté son premier voyage au Japon. Elle m'a dit on aurait pu manger par terre dans le métro japonais, quoi. Donc je pense qu'au niveau hygiène, on a beaucoup à faire. Après, au niveau économique, oui, il va falloir revoir certaines choses. Est-ce que le télétravail, j'entends parler que de télétravail, est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas, parce que sur le coup, on est en train d'éloigner les gens les uns des autres. Et quelque part, je ne pense pas que ce soit vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait de la solidarité. Le mot solidarité va devoir reprendre toutes ses valeurs. Vous êtes confiant, vous êtes optimiste par rapport à ça? Je suis confiant. Je suis confiant si là-haut on nous entend et qu'on ne reste pas dans cette petite façon de travailler. On l'a dit, on va le faire. Non, aujourd'hui, il faut être réaliste. Il faut reprendre l'exemple des sociétés privées. Quand vous êtes dans le privé, vous mettez un plan d'action en place. Si le plan d'action en place ne rapporte pas les effets bénéfiques, on le change. Là, aujourd'hui, il faut être réaliste. Il y a eu des choses mises en place, ça ne marche pas. Il ne faut pas chercher à attendre que ça arrive tout seul. Il faut mettre en place de nouveaux comptes. Ouvrons les petits magasins. C'est plus ou moins ce que l'État fait. J'ai l'impression qu'ils ont sans arrêt fait... Oui, ils font évoluer. Ouais. Vous appelez ça tâtonner? Moi, j'appelle ça tâtonner. Et ce qui m'étonne, alors vous allez dire, c'est pas de la critique, c'est pas un reproche, c'est juste une constatation. Je pense que quand on est à ce stade-là, on doit s'entourer des meilleurs communicants au monde. Or, contraint et forcé de voir qu'aujourd'hui, au niveau de la communication, c'est pas du tout ça. Donc, et puis écouter aussi les gens du terrain. C'est bien d'écouter le conseil, comment ils appellent ça, le conseil scientifique. Allez voir
qui sont les personnes qui sont dans le conseil scientifique, vous aurez des surprises. Bon, donc c'est pas un bon casting, c'est un casting avec du lobby Oui, oui, les lobbies sont omniprésents dans toutes les sociétés. Et encore, nous sommes loin des lobbies américains. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive à peu près à la fin de l'émission, donc je vais simplement vous poser la question. Juste avant de vous poser cette question, je veux signaler que vous avez accepté avec grand plaisir d'animer certaines émissions à la place de Patrice qui quand il ne pourra pas, vous le suppléerez. Donc je vous en remercie et puis je vous souhaite bonne chance pour ces émissions-là. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Dernière question, est-ce que vous acceptez qu'on diffuse cette vidéo? Avec plaisir. Eh bien écoutez, c'est très bien. Donc vous voyez, cette émission, vous avez pu la regarder parce que José Pierre était d'accord. Eh bien la prochaine, c'est la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle semaine à tous et un bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir.